Bienvenue, mesdames, messieurs. Est-il encore besoin de le rappeler? Plus d'immunité parlementaire pour les députés de l'opposition, Valentin Agofsou Dianontin, Idrissou Bako et Mohamed Ataou Renouho. Ainsi en ont décidé le père à l'issue d'un vote historique en séance plénière le 24 juillet dernier. Vote constitutif, qu'il vous souvienne, à des requêtes adressées quelques mois plus tôt, en février, pour être plus précis, par le procureur de la République via le ministre de la Justice en vue d'entendre les personnalités en question sur un certain nombre de faits à eux reprocher. Pour rappel, les deux premiers concernés sont visés dans des affaires de mauvaise gestion et de dérive dans la filière coton. Le dernier dans l'affaire de trafic et de vente de présumés faux médicaments, même si les charges ont évolué avec le temps. Enfin, ils vont pouvoir, ces élus du peuple, se défendre devant la justice pour laver leur honneur, si cela s'impose. Adoption confirmée de 3 motions de levée d'immunité parlementaire au Bénin, une traque politique ou un pas de franchi dans la lutte contre l'impunité. C'est bien là, mesdames, messieurs, le thème en débat. L'instant analyse dans une poignée de secondes. À ma gauche, Nassis Ressou, journaliste, il est le directeur de publication du quotidien béninois d'information Palmarès. Nassis Ressou, bonjour. Bonjour Joël. Et merci de répondre à notre invitation. Ça me fait toujours plaisir. La nuit a été particulièrement longue au niveau de la rédaction. Évidemment. On a regardé dans tous les sens possibles comment porter l'information. Voilà, oui. Merci de venir partager avec nous vos regards par rapport à cette nouvelle. En face de vous, Constantin Amoussou, écrivain, il est analyste politique, très au fait de l'actualité sur le continent, et regardant particulièrement sur le cas du Bénin. Constantin Amoussou, bonjour. Bonjour Joël. Et merci pour la disponibilité. C'est toujours un plaisir d'être ici en votre compagnie. Et sachez-le, le Je plaisir. salue le travail partagé. et l'effort avec lequel vous vous battez pour que nos compatriotes d'ici et d'ailleurs soient informés de l'actualité de leur pays. Cela n'est pas souvent fait, mais il est important qu'on rappelle que, en tant que citoyens, ici et ailleurs, nos populations sont très reconnaissantes de savoir que grâce à ces quatriviers, malgré tout, ils continuent d'être informés sur la réalité politique, sociale, culturelle de leur pays. On est plutôt honorés, sachez-le, c'est avec beaucoup de plaisir et d'entrain que chaque jour nous pensons être simplement à votre service. Et c'est heureux aussi de savoir que vous êtes là pour nous accompagner dans cet élan qui, c'est vrai, n'est pas facile. C'est fait, Valentin Agofsou Dianontin, Idrissou Bako et Mohamed Ataou Renouho ont définitivement perdu leur immunité parlementaire. Pour le premier, ce fut par 58 voix pour, 18 contre, 0 abstention. Le second, Idrissou Bako, 59 voix pour, 18 contre, une abstention. Puis Ataou Renouho, 60 pour, 17 contre et une abstention. Nassis Ressou, le BNP aura fait carton plein pour ce vote. Le BNP aura fait carton plein pour ce vote. Et comme je le disais depuis hier, c'est un non-événement. Un non-événement en ce sens qu'ils ont été avertis, les 3 députés en question, ou carrément je dirais les 2, FCBE, Dianontin, leader ou secrétaire exécutif du parti FCBE, et Bako. Donc, ils ont été avertis de ce qu'ils votent pour la révision constitutionnelle et ils sont relax ou ils ne votent pas et on va les poursuivre. Vous tenez-vous ces informations? C'est vrai, Valentin Dianontin, c'est dans l'investigation. Non seulement c'est dit au marché. Valentin Dianontin l'a encore dit hier à l'Assemblée nationale. Après son levée d'immunité, il est encore revenu sur ses propos qu'il a refusé de troquer sa liberté contre la révision constitutionnelle. Donc je dis c'est un non-événement et un fait très honteux pour notre Parlement. C'est sale. C'est sale que de tels propos puissent s'entendre et que personne ne puisse riposter, dire parce que c'est vrai. Et je vais faire recours à ce c'est l'aspect de ce que vous appelez chantage là? C'est ça qui est honteux ou l'acte lui-même? C'est l'acte lui-même. Le chantage ajouté à l'acte, c'est impropre à notre Parlement, au Parlement béninois. C'est impropre que 62 députés de notre République puissent se comporter comme ça. C'est impropre. Et je vais m'appesantir sur ce que Kendoro Deogras a écrit ce matin
le Et pour recours... nos téléspectateurs, C'est un vous journaliste citez là, aussi. C'est un important de le journaliste de mentionner. l'ORTB, je crois. De la chaîne nationale, oui. Oui, le recours au calcul politique et au coup bas ne doit exclure le sens de l'État. Parce que là, on fait tout en déphasage des règles de l'État. On fait tout, on passe sans les règles, on passe au feu rouge et on ne s'arrête pas. Est-ce qu'on passe au feu rouge sans s'arrêter? On va aller dans le fond du sujet. Ça va être juste après la première réaction de Constantin Amosso, prévisible. Une telle issue? Prévisible, oui. Et il m'a semblé que les députés Dianontin, Idrissou Bako et dans une certaine mesure Ataou Renoko, qui étaient déjà détenus, savaient, au moins pour les deux premiers de façon très claire, ce qui allait se passer ce jour à l'Assemblée nationale. Et donc, ils s'étaient rendus comme pour dire qu'ils étaient prêts à être immolés. Et peut-être dira-t-on être immolés pour avoir été jusqu'au bout dans leur conviction. Est-ce que le mot est juste prêt à être immolé? Mais bien entendu, parce que depuis le vote raté de la révision de la Constitution le 4 avril 2017, on a observé la scission en deux du Parlement entre deux blocs inégaux dans leurs proportions. Donc, d'une part, le bloc de la majorité parlementaire, constitué d'un peu plus d'à peu près 60 députés, ça gravite autour, un peu moins, un peu plus de temps à autre. Et on avait besoin hier que de la majorité absolue pour lever l'immunité de ces députés. Or, la promesse leur avait été faite et elle fut ferme. C'était une menace. En disant, si cette fois-ci, vous ne collaborez pas à la révision de la Constitution, nous allons procéder à la levée de votre immunité dans les semaines qui suivront. Et cela fut d'autant si vraisemblable que pour porter le contre-coup, Maître Adrien Ngouedi a cru nécessaire de faire par le biais d'un journal la contre-attaque à ceux qui ont relevé cela, en laissant entendre que c'est plutôt le président de la République, l'ancien président de la République, Boni Yayi, qui s'était fait fort de lui demander, lors d'un coup de fil que lui, il a initié, donc de lui imposer qu'il ne pouvait faire collaborer les députés FCBE fidèles à lui qu'à la condition d'obtenir la relâche, en tout cas l'abandon de la levée d'immunité. Donc, il reste, que l'on soit dans un camp ou dans l'autre, que la question de la levée d'immunité des députés du bloc de la minorité parlementaire a été l'objet d'un chantage. Cela est si clair que dans les deux camps, cela revient sous la forme de débat, quoi que l'on ait à redire sur ce qui aura initié ce débat ou pas. Donc là, hier, mission accomplie, devrait-on pouvoir dire, pour le bloc de la majorité présidentielle de parlementaires, mais c'est pareil, qui se frotte les mains, d'avoir accompli sa mission. Mais ce qui est le plus important à mes yeux, ça n'est pas ça finalement. C'est parce quoi? Mais ce qui est le plus important à mes yeux, c'est la suite des événements. On parlera de la suite des événements. On parlera de la suite des événements tout à l'heure. Mais ce dont il est question actuellement, il s'agit, Nassis Ressou, au-delà de tout, parce que vous deux, vous rappelez ces propos, et c'est vrai, de part et d'autre, on parle de ces données, chantage. Qui a tenu les propos? Est-ce de la mouvance de la minorité? Aujourd'hui, on s'envoie pratiquement la balle, mais d'une manière ou d'une autre, les propos ont été tenus. Mais au-delà de ces propos, à apprécier les faits de plus proche, est-ce qu'il ne faut pas quand même saluer l'initiative au-delà de tout, car il s'agit des milliards en jeu pour les citoyens lambda et au-delà pour la nation. Donc, les ressources, on n'aura jamais de cesse de le dire, sont essentiellement fiscales. Joël, j'ai dit tantôt qu'il y a le feu rouge et on ne s'arrête pas, on passe. Et c'est dans ce pays-là que nous nous retrouvons aujourd'hui avec grande désolation. Parce que ce serait la bienvenue, ce serait un événement si cette levée d'immunité-là venait autrement. C'est-à-dire, ce ne serait pas une levée d'immunité de vengeance ou une révision constitutionnelle. C'est bien triste. Et non seulement cela, j'ai dit au feu rouge et on ne s'arrête pas. Constantin a eu l'amabilité de nous rappeler 2017 que la ruse et la rage sont nées aussitôt que le projet de l'année dernière fut rejeté. Et on a vu ces
dans les semaines qui ont suivi, que les dossiers aujourd'hui qui font objet de levée d'immunité sont introduits. Et par où Conseil des ministres. Les gens disent aujourd'hui la justice, ce n'est pas. Mais il ne faut pas oublier que c'est le gouvernement qui a commandité son audit, qui a choisi son cabinet. Et vous connaissez ce cabinet-là, vous connaissez les circonstances. Aujourd'hui, et ce cabinet, son rapport est déposé sans que les mises en cause ne soient écoutées. Et la Cour constitutionnelle en la matière a donné sa verdict pour dire que c'est non conforme parce qu'il y a les règles d'audit. Donc, si vous n'écoutez pas les mises en cause et vous faites votre audit, parce que vous parlez de milliards, seul le gouvernement et son cabinet savent aujourd'hui qu'il est question de milliards. Et c'est ça que le rapport de la commission spéciale parlementaire aussi a encore soulevé, qui n'a aucun document à charge contre les mises en cause, parce qu'ils n'ont pas de documents, ils ne savent pas, les mises en cause n'ont pas été écoutées. Donc, à la matière, il n'y a aucune charge qui puisse être retenue contre les concernés. Donc, il y a déjà eu plusieurs feux rouges. Mais malgré cela, les 60 députés que j'appelle des députés prisonniers, ils sont prisonniers parce qu'ils ne sont pas libres d'action. S'ils étaient libres d'action, je crois que ce rapport, cette levée d'immunité ne passerait pas. Mais comme ils sont là pour exécuter un plan, pour obéir à un chef, alors on a vu tout de go ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font depuis toujours. Mais et les Béninois apprécient, nous apprécions tous. Narcisse Ressou, est-ce que d'une manière ou d'une autre, ça ne reste pas aujourd'hui une occasion rêvée pour les concernés de pouvoir dire leur part de vérité devant la justice? Je vais rappeler malheureusement les propos de Kassa Barthélémy à l'époque, quand on devait lever son immunité. Il dit, mais si je ne me reproche rien, vous dites, il n'y a rien à charge contre moi, pourquoi vous me demandez de me mettre devant la justice? Pour aller parler de quoi? Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Ceux à qui on reproche, on dit qu'il n'y a pas de charge contre vous en la matière. Mais vous leur demandez d'aller se mettre devant la... Et c'est ce cas-là aujourd'hui qui participe aussi. Vous voyez, dans cette comédie... Ça ressemble à de la comédie, on peut l'admettre, mais en même temps, Constantin Moussou, autre temps, autre meurt. Hier, c'est vrai, Barthélémy Kassa l'a martelé partout, la commission ne le reproche rien, il n'y a rien à lui reprocher, se demande, élu du peuple qu'il a, avec ses obligations, pourquoi aller perdre de temps pour aller devant la justice, passer de report d'audience en report d'audience. Et quand on connaît cette justice, comment elle fonctionne aujourd'hui? On revient là-dessus, mais Constantin Moussou, entre-temps, les paradigmes ont changé. Est-ce qu'il n'est pas temps que les concernés se présentent à la justice, puisqu'on donne aujourd'hui l'occasion de le faire, pour expliquer ces milliards? En tout cas, le cabinet Mazza parle de, oui, les chiffres sont exacts, 125 milliards de francs CFA du contribuable dilapidés. Et on veut en savoir un peu plus. Un jour, il sera temps aussi d'examiner dans quelles conditions le cabinet Mazza a été choisi. Il faut examiner cela aussi. Voilà, parce que, et j'ose le dire, il a affirmé, le cabinet Mazars lui-même a été choisi en violation du Code des marchés publics. Et qu'est-ce qu'il l'autorise à le dire? Mais écoutez, il n'y a pas eu de marché d'appel d'offres. Il n'y a pas eu d'appel d'offres. On l'a choisi, on lui a remis le marché, c'est de plusieurs milliards qu'il s'agit. Et donc ça déjà, c'est-à-dire que l'acte même qui est appelé à examiner les conditions dans lesquelles certains marchés sont passés, l'acte lui-même est basé sur une violation du Code des marchés publics. Cela vous donne à voir et à observer, et, disons, la grande usurpation, le sentiment, disons, ambivalent que dégage ce régime dans tout ce qu'il fait, et l'incrédulité des citoyens de façon naturelle vis-à-vis d'un régime qui affirme tout et dont toute l'opérationnalisation et dont toute la démarche montre qu'il est lui-même à l'opposé de la démarche de transparence et de lutte au profit de l'impunité qu'il dit vouloir mener. Mais de quoi nous parle-t-on? De quoi nous parle-t-on? On nous parle d'une Assemblée nationale qui dit vouloir lutter, vouloir jouer sa partition dans la lutte contre la corruption. Mais surtout contre l'impunité. Et contre l'impunité. Oui, contre l'impunité. Et pendant qu'on nous le dit, oui, c'est un député qui eut pour lui tout seul bu près de 1,2 milliard d'euros d'une coopération internationale que le Bénin a été obligé de rembourser, qui dit je veux que les gens aillent répondre des faits qu'ils ont commis. On dit qu'on veut lutter contre l'impunité, mais c'est un député qui non seulement fut une fois, 2 fois accusé d'avoir été dans des assassinats de citoyens, mais qui lui-même,
dans une lettre ouverte qu'il a adressée à l'un de ses collègues, qui lui aussi se retrouve aujourd'hui dans le bloc de la majorité parlementaire, a laissé entendre, a écrit noir sur blanc que lui et cet autre collègue allaient braquer des véhicules, assassiner des gens, venaient nettoyer les véhicules à Mélentin. Oui, bon, il y a eu des passes d'armes. Il y a eu des passes d'armes entre les hommes dont vous parlez. Oui, c'est un député qui l'a écrit et qui a dit que c'est ce qu'il faisait. Qui a dit qu'avec son autre collègue, il faisait du trafic de drogue. Que l'un a été arrêté une fois pour ça. Et ce sont ces personnes qui disent vouloir lutter contre l'impunité et qui ordonnent la levée de l'immunité de quelques autres de leurs collègues. Pour l'instant, la justice n'a pas demandé à ce qu'on lève. Il faut faire la part des choses, Constantin. Moi, j'observe parce que moi, je pose la question. Oui, mais moi, je pose la question, la problématique que je soulève, c'est la problématique de la sincérité du combat qui se mène. Vous en doutez. Dans la problématique de la sincérité de ce combat, je vous parlerai encore de ce député qui a été plongé profondément dans le dossier de machines agricoles, mais qui à ce jour n'a pas été interpellé pour ça et qui dit que lui aussi, il veut lutter contre l'impunité. Je voudrais vous parler de ce député qui a donné également sa caution pour la levée d'immunité de ses collègues, mais qui, lui, dans l'affaire Ségub, est à l'origine de la création d'une entreprise à 50-50, qui porte si bien son nom que tout le marché qui leur a été adressé, qui leur a été donné en gré à gré à l'occasion, a été également 1 milliard et quelques de dépenses sans prestation. Je vous parlerai de ces députés qui ont été à l'origine de corruption dans le recrutement frauduleux et népotique de leurs parents à l'Assemblée nationale. Vous parlez de ces députés dont les noms rappellent des affaires telles que, enfin je parle de ministre peut-être parce que c'est toujours le même bloc, dont le nom rappelle tristement Maria Greta, c'est 40 milliards. 40 milliards engloutis. Je vous parlerai de ce député lui aussi, ou de ces députés, qui, pour l'Assemblée nationale, qui aurait dû être leur siège pour la construction de l'Assemblée nationale. Avant de vous revenir, Constantin Amoussou, avant de vous revenir, Constantin Amoussou, oui, devoir de sincérité, c'est vrai, mais si c'est vrai que les faits qu'il évoque, on le remercie au passage de nous faire un peu abstraction des noms des concernés, on peut se retrouver et faire la lecture qui s'impose, mais il ne faut pas oublier, comme je l'ai rappelé à l'entame, que la demande qui nous a conduit là où on en est aujourd'hui émane d'abord du procureur de la République. Et que c'est jamais demain, il peut y avoir des demandes sur des dossiers que Constantin Amoussou évoque aujourd'hui. Ils sont encore tous fumants. Alors, est-ce qu'il ne faut pas rester concentré sur le dossier qui est là et apprécier les faits? C'est vrai, il y a des choses qu'on ne saurait dissocier non plus. Mais là, reste la réalité. Là reste la réalité, ça dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je dirais commencerait d'abord même par le chef de l'État lui-même, qui a eu à gérer, donc à qui appartient le secteur du coton. Il ne faut pas avoir froid aux yeux pour le dire. Hier ou aujourd'hui, disons-le ouvertement. Et celui-là, qui dans ce pays poursuivi pour 200 milliards, jusqu'à aujourd'hui on a dit que la justice l'a blanchi ou ceci ou cela, en tout cas, 200 milliards de Béninois est parti. On n'en a pas eu. Et celui-là, qui lui-même a reconnu au pays, comme à l'international, qu'il a profité des failles du système. Par endroit, moi, je dis, est-ce qu'il n'aurait pas lui-même organisé le système? C'est celui-là qui a reconnu qu'il fait partie de ceux qui ont pillé, mais qui aujourd'hui ne pense pas restituer un copec à l'État, ou se mettre à la disposition de la justice, et commencer par lui, et commencer par ceux qui aujourd'hui l'entourent dans sa gouvernance, et impliquer en même temps ceux qui sont opposés à sa gouvernance. Là, tout le peuple béninois, même moi qui suis ici, j'applaudirais avec la tête, les pieds, tout mon corps. Mais malheureusement, on utilise aujourd'hui comme alibi corruption, lutte contre la corruption, pour détracter les voix contradictoires, pour détracter l'opposition. C'est la lecture que vous en faites. Mais ce n'est que ça. Mais prenez le cas à Tao Renouho, jeté en prison, mais à qui on retire encore une procuration. Ce qui voudra dire on ne poursuit que des objectifs politiques. C'est-à-dire s'éterniser au pouvoir, c'est les signes. C'est les signes. C'est comme ça quand ça commence. Et quand on a la possibilité de tripatouiller quand on veut à la constitution d'un pays, dans notre région ou en Afrique, c'est pour s'éterniser au pouvoir. C'est à ça qu'on assiste souvent. Donc, ce n'est pas pour mettre le Bénin sur orbite. Non, vous y croyez un seul instant.
Les gens hier qui ont eu un peu de foi, aujourd'hui, sont dans la grande désolation. C'est-à-dire les gens qui ont eu un peu de foi. Bon, foi en la démarche, en l'initiative, on dit que oui. Aujourd'hui, des gens qui pensaient que bon, c'est vraiment une lutte, on veut lutter contre la corruption, le béné doit être mis sur les oublis, mais aujourd'hui, c'est le désenchantement total. Et ce qui est grave, c'est qu'ils se muent dans le silence. Ils n'ont qu'à s'indigner. Ceux qui ont soutenu tout ça là, ceux qui nous ont conduits dans ce qui aujourd'hui rentrent dans le silence, ils sont des criminels. Et c'est dangereux pour notre nation. Il n'y a aucune lutte qui se fait là. Vous n'avez dit aucune lutte. Je poursuis avec votre permission. Au cours de ce vote, il y a eu une abstention, celui d'un député qui, depuis quelque temps, fait beaucoup parler de lui. Il s'agit de l'honorable Guy Mitokpe. Il s'est abstenu plus d'une fois. Et il avance les raisons pour lesquelles il a adopté cette posture. Je le cite. « Je suis pour les levées d'immunité, dit-il. Mais je n'ai pas voté parce que je n'ai pas confiance. Je ne remets pas en cause la qualité de tous nos juges. Je ne remets pas en cause tout l'appareil judiciaire. Mais certains juges sont teintés. Et pour ça, je préfère m'abstenir. » Constantin Amosso. Si j'avais à vous citer Fidel Castro, oui, je rappelle une de ces formules en laquelle je trouve beaucoup d'intérêt. La justice est représentée sous les traits d'une vierge portant dans une main une balance et dans l'autre une épée. Si elle se prosterne religieusement devant certaines personnes et brandit son épée avec rage sur d'autres, elle sera devenue une prostituée armée de poignards. La problématique que cela pose, c'est la problématique de la crédibilité de la justice. Il y a eu un jour un garde des Sceaux. Est-ce qu'elle n'est pas plus que crédible? Il y a eu un jour un garde des Sceaux qui fut un homme en qui beaucoup de citoyens du Bénin faisaient foi. Puis un jour, alors qu'un projet qu'il porte avec son régime, avec son gouvernement a échoué, il a promis du haut de son majesté, ministre de la Justice, garde des Sceaux, symbole, disons, de la sécurité judiciaire pour chacun des citoyens, et sur lui la responsabilité d'affirmer que désormais, ils allaient faire la politique avec ruse et avec rage. Et nous avons eu après quelques actes pour l'illustrer. Je vous aurais peut-être cité pour en parler, le dossier Atao Renouho, arrêté et jeté en prison en dépit de l'ordonnance de non-mise en détention délivrée par le juge des libertés, de la détention et des libertés. Lorsque vous regardez ça et vous observez cela, vous devrez vous interroger. Et c'est bien ce que fait l'honorable Guy Mitokpe. Je vais vous dire en réalité ce que moi j'ai comme position de façon doctrinale sur la question des immunités. De façon doctrinale, je suis contre toutes les immunités et les privilèges. Ça, c'est ma position. Je suis contre les immunités et les privilèges. C'est-à-dire que s'il ne tenait qu'à moi, dans l'ordonnancement juridique, dans le droit positif de nos pays, il ne devait pas y avoir des personnes dont la mise en justice nécessiterait des procédures particulières, exorbitantes du droit commun. Non, en fait, ce sont des plaies sur la démocratie. Ce n'est pas des innovations du Bénin, c'est vrai, mais ce sont des plaies sur la démocratie parce que, alors même que le principe général de la démocratie, c'est l'égalité de tous devant la loi, les privilèges et les immunités créent des inégalités légalisées. Alors pourquoi tant de débats lorsqu'on en arrive à lever les immunités? Mais justement, parce que là, nous sommes dans un régime juridique qui prévoit les immunités. Et quand un régime juridique prévoit les immunités, avant et en attendant que cela ne soit aboli, il faut que l'usage que l'on fait de leur protection et de leur levée soit équitable vis-à-vis de chacun des citoyens. Autrement, nous n'avons pas été en face de cette vierge qui tient une balance dans la main, mais nous serons en face de la prostituée armée de poignards, qui part dans le dos et qui enfonce son poignard dans le cou, dans le ventre, dans le corps de ceux qui lui font confiance. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons eu récemment encore le cas de Laurent Métoyon. Parce qu'il pouvait penser qu'il n'avait rien à se reprocher, il s'est rendu de son propre chef quand on l'a convoqué à la brigade économique et financière. Là où beaucoup auraient pris les jambes au cou, se seraient jetés dans la malle arrière d'un véhicule, auraient attaqué la prochaine frontière, se seraient évadés dans la nature. Il s'est rendu à la BEF, puis devant la justice. Et depuis 7 mois, 8 mois, tous les jours, et la dernière date, le
le juge en charge du dossier qui les a convoqués, mettant le dossier en délibéré pour la date d'hier, le 23 juillet, n'a pas eu froid aux yeux de faire entendre que lui, il a voyagé. C'est-à-dire qu'il s'est permis d'oublier qu'il a convoqué des personnes qui sont privées de leur liberté en détention provisoire et lui, il a voyagé. Et que voulez-vous que l'on ait à faire de cette justice? J'ai entendu Maître Rumbedi se défendre hier et j'ai été triste pour lui parce qu'il a une déchéance morale, parce qu'il a une faillite. Non, Maître Rumbedi est une grande faillite. Vous n'avez pas dit mais ça. je l'ai entendu dire, parce qu'en rétorquant, j'ai entendu Maître. Au regard des données, au regard des données qu'il a avancées, ce qu'il a avancé, nous n'allons pas refaire ce débat par ici, ni le procès. Mais nous apprécions la posture de l'honorable Guy Mitokwe sur cette question et vous permettez que je donne la parole par la suite à là-dessus, il me plaît bien de dire quand même un mot, parce que vous parlez de Guy Mitokwe qui est un des députés, et il me plaît de poser à son attitude de dignité, l'attitude de dignité d'un autre, de celui qui aurait pu incarner la dignité plus que tous, parce que pour une part, il est l'un des fils aînés de la démocratie en notre pays, parce qu'il fut hier une victime, et je demandais hier à un ministre et ancien député de la République, mais que ferait une personne victime hier d'acharnement, lorsque, par la grâce de Dieu, il se retrouve dans la position de celui qui dit le droit aujourd'hui, de celui qui gouverne aujourd'hui. Est-ce qu'il fait son propre tas de victime d'injustice? Est-ce que son propre camp de victimes? Ça, c'est à chacun de décider. Mais voilà, Maître Adrien Rumbedi qui laisse entendre que lui, il avait été condamné à mort dans ce pays sans justice, qu'il avait été condamné à l'exil et que sa famille s'est disloquée. Tient de cela qu'aujourd'hui il est fondé, parce que lui il avait été victime de ça hier, qu'il est fondé à livrer entre les mains d'une justice qu'on sait marquée par la ruse et la rage des collègues contre qui le dossier présenté et examiné par le Parlement qu'il dirige a dit qu'il n'y a aucun élément qui permet... Vous pensez qu'il ne devrait pas avoir cette posture? Non, cela signifie simplement qu'il a perdu le sens de la décence et de la pudeur. C'est de ça qu'il s'agit. Et il aurait pu être président de notre République. J'ai voté pour lui, j'ai travaillé pour lui de longues années, parce que j'ai pensé qu'il pouvait incarner à un moment donné. Ah oui, l'homme d'État. Oui, beaucoup de ressentis à travers ce qui se vit de plus en plus au pays. Mais à chaque moment, ça tempête, mais aussi c'est débois. La posture de Guy Mitokwe, avant de revenir ici, le faut, sur la posture et le regard du président de l'Assemblée nationale par rapport à ce qui se joue aujourd'hui. On l'accuse de tous les maux, mais l'homme a expliqué un peu le regard qu'il porte par rapport à ce qui se joue aujourd'hui, qui pour certains constitue la nouvelle directive pour permettre au Bénin, le pays, la nation, de mieux se porter. Guy Mitokwe d'abord, par rapport à sa posture. Je ne ferai pas Guy Mitokwe d'abord et Rumbedi après. Vous pensez que c'est un ensemble? Je vais pouvoir, mélanger les deux pour dire Guy Mitokwe est de notre génération. Nous, les héritiers, les aînés, comme l'a dit, du renouveau démocratique, nous, ça dit, on est né sous la période de la révolution, mais on était très enfants. On n'a pas participé à la lutte. Et nos parents, Maître Adrien Rumbedi et d'autres, les Pascal Todinou, les Dieudonné Lokossou, qui nous ont aujourd'hui conduits à là où nous sommes. Et donc, ceux-là qui ont lutté, paix à leurs âmes, les gens comme les Luc Tobadja, ceux-là qui ont lutté pour nous donner cet héritage du coup de la liberté, de la libre expression, d'aller et de venir en toute quiétude. Ce sont les mêmes aujourd'hui. Donc, je justifie la position de Guy Mitokwe par ces actes-là. Ce sont les mêmes aujourd'hui qui nous ont transmis cet héritage de la liberté, qui aujourd'hui sont en train de nous embrigader, de nous emprisonner et de nous conduire encore à l'abattoir. Voyez les noms que j'ai cités. Dieudonné Lokossou, aujourd'hui on ne l'entend plus. Pascal Todinou, aujourd'hui on ne l'entend plus. Ils doivent sortir pour encore lutter. Parce qu'ils ont eu hier à lutter. Et aujourd'hui nous saluons, seule richesse que nous avons, le renouveau démocratique, aujourd'hui qui sombre. Mais ils sont partis se cacher. Ils doivent revenir sur la scène. Adrien Rumbedi, qui a quitté ce pays en serviette, c'est tristement, bizarrement hier, je parlais de ça sans savoir que lui-même intervenait sur le sujet. J'évoquais son cas, qui ne doit aucunement se trouver dans cette posture. J'ai fini l'émission quand
j'ai eu sur les réseaux sociaux que lui-même abondait dans le même sens pour dire qu'on l'a condamné dans ce pays sans justice. Mais il ne doit jamais oublier que c'était en période révolutionnaire où il n'y avait pas de justice. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, malgré la démocratie, il nous conduit ce pays à l'abattoir avec la justice. C'est dangereux. Vous ne concevez pas, quand je vous suis, c'est une émission de décryptage, mesdames, messieurs, vous comprenez, la parole, elle est libre. Chacun donne son regard sur ce qui s'est joué le 24 juillet. Ce sont nos pères qui nous trahissent. Ce sont vos pères qui vous trahissent. Ce sont nos pères aujourd'hui. Et notre jeunesse, notre avenir est hypothéqué. L'avenir des jeunes, parce que ce sont eux, depuis le renouveau démocratique. Narcisse Ressou et Constantin Amoussou, la question, je la pose à vous deux, mais est-ce que cette jeunesse qui aujourd'hui doite du doigt la génération finissante, les aînés, pour reprendre vos expressions, est-ce que cette jeunesse n'est pas parfois injuste dans sa posture? On prend le cas du président de l'institution parlementaire. Est-ce qu'il n'a pas le droit à des ressentiments? L'homme qui dit aussi avoir tout donné à cette nation, à cette population, à ce peuple qui, plus d'une fois, Narcisse Ressou, il a dit, s'est senti trahi par ce peuple. Plus d'une fois, il a levé le doigt pour qu'on puisse le porter et pour que son rêve se réalise. Qu'est-ce que le peuple a fait en retour, Narcisse Ressou? Et c'est pourquoi, oui, c'est pourquoi aujourd'hui il a démissionné. Ce qui voudra dire que Maître Adrien Humbedji ne cherchait que son intérêt ou bien ses intérêts. Parce qu'il ne suffit pas aux périodes d'ouverture de session parlementaire ou de prise de fonction, faire de beaux discours. Il faut accompagner ça de belles actions. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas chez Maître Adrien Humbedji. On a toujours eu de lui de beaux discours, on a toujours applaudi, mais après, les actes ne suivent pas. Et il a démissionné, et sa démission aujourd'hui ressemble à une trahison. Il est en train de trahir ce peuple, il ne doit pas oublier. Soyons un peu sérieux. Est-ce qu'on ne doit pas reconnaître là qu'on a en face un président d'institution, une personnalité de son pays, qu'on veuille ou non, qui a beaucoup donné et qui aujourd'hui est aussi déçu du peuple et qui le manifeste simplement? Maître Adrien Humbedji devrait être déçu de quel peuple? Du peuple qu'il a fait constamment son élu, député, sans interruption, jusqu'à aujourd'hui, sauf en 2011. Est-ce qu'il ne mérite pas plus que ça? Ou en 2011, où il n'a pas été candidat. S'il sent qu'il est plus beau que son peuple, qu'il mérite plus que son peuple ne lui donne, oui, il lui est loisible d'accuser son peuple, d'user de sa rage contre son peuple. Alors, mais le peuple prendra acte. Alors, mais d'accord, mais alors nous prenons acte de ce que Maître Adrien Humbedji est enragé contre le peuple et que l'acte qu'il pose est inscrit dans le sang de la rage qu'il pose contre son peuple. Si c'est ce qu'il faut retenir, nous tiendrons compte de ça et nous en prendrons acte. Et nous allons nous exprimer comme il faut en tant que peuple, en tant qu'opportun, parce que l'histoire n'a pas dit son dernier mot. C'est de ça qu'il s'agit. Mais enfin, je veux dire, pour rebondir à la suite de Narcisse Ressou, que nous avons peut-être le droit et l'obligation de relever que nos aînés ne doivent pas trahir l'espérance qu'ils ont incarnée. Mais je veux dire et relever surtout que nous ne devons pas penser que ce combat devrait continuer de se mener par procuration. Et à ce titre, je voudrais dire que même si Dieudonné Lokossou et M. Todinou ne parlent plus beaucoup aujourd'hui, il faut rappeler et reconsidérer qu'ils parlaient dans leur position de secrétaire généraux de syndicats, de centrales syndicales, et que depuis, ils ne sont plus à ces fonctions. Ils ont aussi, même dans cette vie, puisque aujourd'hui ils ne sont plus acteurs, ils ne sont pas acteurs politiques, ils ne sont rien de tout ça, ils ont aussi peut-être droit à une retraite. Et c'est aussi en ce moment-là que l'obligation pour la jeunesse de jouer sa relève, mais en considérant de sa position le devoir qu'il a de construire une nation qui est proche de ses rêves. Parce que quel doit être le rêve de cette jeunesse? S'il est de devenir président de la République, s'il est de devenir ministre, s'il est de devenir député, le jour où il ne le devient pas, il devient enragé contre son peuple, comme Maître Adrien Humbedji. Mais si son rêve est de servir son peuple, si ce peuple lutte dans la possibilité de le servir à un petit niveau, il prend ça avec force, il prend ça avec admiration et il lui rend hommage. Et il lui est reconnaissant pour le peu qu'il lui a donné de faire. Et ça aurait pu être l'attitude de Maître Adrien Humbedji, de savoir que ce peuple lui a tout donné. Il lui a permis d'être 2 fois, 3 fois maintenant, je crois, son président de l'Assemblée nationale. Le relais. Et la jeunesse a l'obligation, elle a le devoir moral, elle a le devoir historique de redonner espoir aux femmes, aux paysans, aux citoyens, aux étudiants, aux élèves. Elle a le devoir de donner espoir
aux personnes qui, depuis de longues années, y compris les aînés, qui ont cru à leurs congénères et qui ont eu l'occasion de découvrir que leur expérience sociale a été trahie. Est-elle prête, Constantin Amonsou, cette jeunesse-là, à assurer son avenir, son destin? On en parlera à une autre occasion, si vous permettez. Nous allons très rapidement, je partage avec vous cette portion de l'intervention d'Idrissou Bako, qui n'en revient pas dans la posture, même si, comme vous le dites, il devrait s'y attendre. Il pense que ce qui est arrivé est la suite logique d'un certain nombre de faits. Je le cite pour être plus précis. Il déclare, Idrissou Bako, voilà, il déclare être objet des intrigues politiques du fait de ses dénonciations sur certaines actions dans la gouvernance actuelle du pays. Déplorant le vote de ses collègues à son encontre, il affirme, Idrissou Bako, le rapport de la commission parlementaire ne porte aucune charge contre ma personne. L'Assemblée nationale, en décidant de la levée de mon immunité parlementaire dans ces conditions, a bafoué les acquis démocratiques, regrette le député de l'opposition. Nassis Ressou, sommes-nous là dans un cas de déni de piliers démocratiques? Oui, vous savez, nous allumons le feu rouge sur Maître Adrien Humbedji simplement pourquoi? Il faut revenir à je pas dit Idrissou Bako. Bien sûr, c'est pour venir à Idrissou Bako déjà du moment. Parce qu'il a dit que là, nous venons de bafouer les acquis démocratiques. Oui. Déjà que la Cour constitutionnelle a rendu une décision que cette poursuite est non conforme, Maître Adrien Humbedji n'avait même plus à constituer une commission, qu'elle soit spéciale ou ordinaire. Donc le mal est lointain. Déjà là, à ce niveau-là, est-ce qu'à son âge, avec son parcours, il doit être encore un député missionnaire pour un individu? Il n'a jamais dit qu'il est député missionnaire, c'est vous qui lui prêtez. Non, je l'ai dit simplement parce que les règles, lui-même doit les connaître. Et savoir quand il y a feu rouge, il faut feu rouge. Et c'est en cela qu'en commençant, j'ai cité ce que j'ai trouvé pertinent et que Deo Gracias Kendo, le journaliste, a écrit pour dire que le recours au calcul politique et au coup bas ne doit pas exclure le sens de l'État. Le sens de l'État est absent. Donc, oui, le sens de l'État est absent. On sait que c'est l'Assemblée nationale, c'est le rôle de la politique, c'est les coups bas, oui, c'est les calculs politiques. D'accord, mais on doit savoir s'arrêter et respecter les règles du jeu. Mais là, ce à quoi Maître Adrien Humbedji nous expose, c'est du jamais vu. Constantin Amonsou, sommes-nous là à un déni des règles démocratiques auxquelles le Bénin a souscrit depuis fort longtemps et ferait la fierté dans la sous-région? Je dis que mon aspiration, moi, profonde, c'est que demain soit meilleur à travers les dispositions légales. De sorte que ceux qui sont aujourd'hui les auteurs, ceux qui sont aujourd'hui les bourreaux protégés se retrouvent eux-mêmes dans les mêmes conditions à répondre de leurs infractions et donc en ce moment à laisser espérer aux citoyens que la justice se dira de façon équitable vis-à-vis de tous. Ce qu'il m'est essentiel de retenir, c'est d'observer que le Bénin, qui fut hier l'un des phares de la démocratie en Afrique, est en train, me semble-t-il, de devenir la risée. Et Richard Banegas, qui avait pu parler de la démocratie à part de caméléon, observe notre pays avec d'autres observateurs. Et je devrais bien pouvoir penser qu'en ce moment, il devrait se demander de quoi il parle. Que redevient ce pays d'Afrique qu'il a découvert et pour lequel il a pris d'autant de plaisir qu'il a été porté à construire toute une thèse sur le modèle démocratique que nous représentions. Non pas seulement pour la sous-région, pour l'Afrique et parfois au-delà de l'Afrique. C'est vrai, c'est un temps qui est en train d'expirer, le temps d'une ancienne révolution et une autre semaine et peut-être en téléchargement. Nous devons en être les acteurs et c'est ce que moi je veux considérer au-delà de tout. Que les jeunes gens, que les jeunes dames,
que les citoyens de notre pays qui portent encore l'expérience démocratique, qui savent que la démocratie repose sur ce que j'aime appeler, et que j'ai déjà rappelé plusieurs fois ici, l'utopie des inventions démocratiques, c'est-à-dire la tension vers le bien, se rappellent qu'on ne peut pas faire de la démocratie et donc de la gestion de l'État, notamment dans l'intérêt des populations, sans se souvenir qu'il doit y avoir un minimum d'éthique. Un rêve que Constantin Moussou nourrit, mais par rapport au dossier qui nous réunit, encore quelques minutes, on va devoir se séparer. Nassis Ressou, avant de revenir vers Constantin Moussou, comment entrevoyez-vous désormais la suite de ce dossier? Non, la suite de ce dossier, c'est que d'abord, c'est à deux niveaux. Okay. Ce qui se joue, c'est qu'on veut écarter systématiquement, pas la vengeance d'abord, parce que les concernés n'ont pas révisé la Constitution pour que les gens puissent offrir 7 ans de prolongation et qu'on vive à la tête du pays sans élection pour les 10 ans. Donc, quand les gens sont bloqués de ces gens de ruse, donc on se venge contre un. De deux, on fait tout pour les écarter de la course électorale. Vous allez voir, on ouvrira encore très prochainement à l'Assemblée nationale la course pour la révision du code électoral. Pour que ce qui est inscrit dedans, ça dit, quand vous avez une poursuite judiciaire, quand bien vous n'êtes pas jugé, vous ne pouvez être pas candidat. Donc, cette minorité déracigne tant le pouvoir actuel et les députés du pouvoir actuel, au point où la compétition ne peut plus être saine. Mais quand vous ne pouvez pas compétir sainement, vous êtes tricheur. Et le peuple doit vous sanctionner. La tricherie, elle est malsaine, elle donc est sans ce dossier n'est pour vous que dossier purement politique. Mais c'est clair. C'est très clair. Ce à quoi tout est... C'est qu'on a pour nos téléspectateurs, ça dit l'estropié qui garde une marchandise sur la tête et s'est penché, c'est depuis le bas que le problème a commencé. Ok, c'est bien loin de ce qui se joue actuellement. Oui, il faut pas voir ce qui se passe tout de suite. C'est politique depuis l'audit. Et cet audit a été commandité dès que le dossier de projet de révision a été rejeté en 2017. C'est là où ça a surgi. Constantin Moussou, comment entrevoyez-vous la suite de ce dossier? J'entrevois la suite de ce dossier sous la forme d'un combat. Ce sera un combat entre deux camps. Entre le camp qui a agi au Parlement hier, qui est porté par le président de la République, avec le procureur de la République qui est le bras opérationnel, avec les magistrats à ordre. Ce sera un combat entre tout ce clan, d'une part, et le peuple qui rêve de vérité, qui rêve de justice. Si le peuple qui rêve de vérité et de justice ne se manifeste pas, s'il ne lutte pas, s'il ne fait pas entendre sa voix, s'il ne fait pas bouger les choses, il continuera d'être opprimé. Ses représentants continueront d'être opprimés. Et le pire adviendra. Parce que c'est ça. Et c'est ce qu'il faudra rappeler aussi à nos citoyens de savoir que, oui, quand un candidat est passé chez vous, candidat aux élections législatives, candidat aux élections présidentielles, qui vous a donné un seau, qui vous a offert une marmite, qui vous a offert de l'argent, qui vous a donné un sac de riz, qui vous a offert des boîtes de conseils que vous avez voté pour lui, demain, il vous demandera la tête de votre père. Et vous ne pourrez plus rien parce que vous avez déjà donné. Si vous devez conclure, Constantin. Je vais conclure en disant que je regarde nos députés, je regarde le président de la République, je regarde nos juges en tant que citoyens, je les observe. Je veux leur dire qu'ils sachent qu'il y a des citoyens du Bénin qui les observent. C'est tout. Merci à vous, Nassis Ressou. Oui, je dirais à tous ceux qui se taisent, tous ceux qui observent sans rien dire, tous ceux qui ne s'indignent pas, qui sont en train de pécher contre cette nation. Il faut s'indigner. Il faut que les gens aient la parole, il faut que les gens parlent. Il faut que les gens s'expriment pour dire que ça ne va pas. Merci, Nassis Ressou. Encore que la vie reste un choix. Mais ce terre aussi est un choix, Nassis, n'est-ce pas? Constantin Moussou, merci pour votre disponibilité. Chers téléspectateurs, merci pour, une fois encore, votre participation à votre façon à l'enrichissement de ce numéro de 100% Bénin. C'est presque terminé. Je vous fausse compagnie, mais sur cette citation du dramaturge et homme d'État romain Sénèque. Je le cite, qu'on doit lutter contre les difficultés incessantes, on ne doit pas s'en prendre autre mesure. On s'aguerrit dans l'épreuve, on résiste à n'importe quel mot, et même si l'on trébuche, on lutte encore à genoux. Merci pour l'attention, à demain.